Bonjour à tous, et d'abord merci d'être là. Donc mon propos va s'inscrire un peu dans la conférence précédente, ou plutôt, même si c'est après la conférence, en réalité elle aurait peut-être été aussi avant, puisque je ne vais pas vous parler du tourisme spatial, qui est plutôt un chapitre en gros à venir de l'histoire du spatial, mais déjà de ce qui a été réalisé à travers l'aventure des vols habités. Je me présente juste en un mot. Alors, je suis désolé, je ne suis pas astronaute, donc je crois qu'aujourd'hui vous n'en verrez pas ou vous n'entendrez pas en direct, en chair et en os. Mais comme l'indique le petit logo qui est en bas de cette diapo, et donc vous voyez noté CNES, la personne qui me précédait a évoqué donc le Centre national d'études spatiales, qui est l'agence spatiale française, fondée il y a 60 ans. Et j'ai la chance de travailler au CNES depuis maintenant un peu plus de 20 ans, avec un poste presque aussi original que celui des astronautes, parce que c'est le poste de chargé des questions éthiques. Depuis 20 ans, le CNES a une personne, donc vous l'avez devant vous, qui n'est pas là pour juger du bien ou du mal de ce que nous faisons, mais qui essaye de réfléchir aux raisons pour lesquelles, depuis 60 ans, donc, eh bien, le CNES propose un programme spatial à la France et réalise ce programme spatial, évidemment pas tout seul, mais avec nos partenaires. Ce peut être des partenaires scientifiques, des industriels, des laboratoires de recherche technologique, et puis nos partenaires à l'étranger. Et vous avez, si vous étiez là tout à l'heure, vous avez entendu que, par exemple, à Kourou, en Guyane, nous avons des partenaires russes. Alors aujourd'hui, la coopération est mise à mal, et ça c'est très clair, avec des sujets de soucis que vous avez. Il y avait une ou deux questions qui portaient là-dessus, et d'autres soucis aussi. Donc voilà, à la fois donc, le CNES et puis la place que j'occupe. Et la chance est que cette mission que j'assure au sein du CNES m'a permis de rencontrer un certain nombre d'astronautes, je crois tous les astronautes français, de prendre du temps avec certains d'entre eux, entre autres Jean-Pierre Aigneret, donc, qui n'a pas pu venir tout à l'heure, et puis Jean-François Clairvoy, qui je crois devrait atterrir dans ces lieux, ou hier, ou aujourd'hui, ou demain, je ne sais pas quand. Et voilà, donc c'est ce que je peux connaître des vols habités. C'est pas les vols habités. Ne me posez pas des questions trop techniques, je vais tâcher d'y répondre, parce que je serai bref dans mon topo. Mais c'est aussi la chance par moment de les rencontrer, nos amis astronautes français, aussi hein, quelques étrangers, et de les écouter, parfois même de réfléchir avec eux. Donc ce qui a été convenu avec les organisateurs et les organisatrices, c'est que je vous parle une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, et qu'après nous ayons un échange. Je ferai mon possible pour répondre à vos questions. Je suis certain qu'il y a des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. D'avance, toutes mes excuses, mais voilà, il faut que soyons clairs. Hein. Il ne faut pas prétendre répondre à des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Petite explication de texte. Le titre peut vous paraître un peu étrange, c'est du latin. Ad astra, c'est une expression que vous trouvez, si vous êtes un peu familier du spatial, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, c'est une expression qu'on trouve très souvent, c'est vers les étoiles. Et comme c'est du latin que personne ne comprend, tout le monde peut l'utiliser. Donc tous les astronautes du monde, en quelque langue que ce soit, volontiers utilisent ça. Allons vers les étoiles. La formule complète, c'est allons vers les étoiles malgré les difficultés, ou à travers les difficultés. Per asperam, l'aspérité. Hein, c'est difficile. Il y avait des images tout à l'heure de lancement. Quand il s'agit de s'arracher au sol, c'est dur, physiquement pour les astronautes, mais aussi pour la mécanique. Donc, alors j'ai remplacé le per asperam, à travers les difficultés, donc, par per iconam. Icône, vous savez ce que c'est, hein, en latin, ça veut dire l'image. Et je veux utiliser simplement quelques images pour vous donner quelques idées des vols habités, des choses que vous pouvez connaître, mais à travers peut-être un biais un peu original, parce que je voulais rendre hommage aux astronautes, cosmonautes. Vous connaissez la différence ? Qui connaît la différence entre astronaute et cosmonaute ? Merci. Astronaute, c'est américain et cosmonaute russe. Voilà, alors, comme on parle dans le micro, mais oui, alors vous avez raison, la différence est américain ou russe.
C'est-à-dire, si vous volez à bord d'un vaisseau américain, vous êtes un astronaute. Si vous volez à bord d'un vaisseau russe, vous êtes cosmonaute. Si vous volez à bord d'un vaisseau chinois, vous êtes taïkonaute, exact. Et si demain vous volez à bord, quelle que soit votre nationalité, hein, c'est le nom, c'est le vaisseau, hein, ce n'est pas votre identité à vous. Jean-Pierre Aigneret est un cosmonaute. Il a volé sur des Soyouz. Jean-François Clairvoy est un astronaute. Il a volé 3 fois sur la navette. Thomas Pesquet, il est les deux, puisqu'il a volé sur Soyouz et sur Dragon, qui est un vaisseau américain. Bravo. Donc si demain vous allez sur un vaisseau indien, puisque l'Inde va lancer son premier vol, alors d'abord un test, peut-être d'ici la fin de l'année, sans doute en 2023, puis plus tard habité, vous êtes un... Non, alors évidemment ce serait facile, mais c'est un peu plus compliqué. Un gagaïnaute. Alors je ne sais pas exactement ce que, mais probablement que Gagai, dans une des langues, nombreuses langues indiennes, signifie le ciel. Les astronautes, les cosmonautes, donc voilà. Bon. Donc comme ça, voilà, au moins peut-être que j'aurais appris un tout petit truc là à quelques-uns d'entre vous en commençant. Periconam, donc par les images. Alors on va parler donc des astronautes et cosmonautes français, puisque certains ont donc volé aussi bien sur des vaisseaux américains que russes, d'autres sur les deux, certains ont volé sur des vaisseaux soviétiques, mais c'est le même terme malgré tout. Et juste tant qu'on est, j'ai appris quelque chose assez récemment d'assez drôle. Quel est le premier humain à avoir été dans l'espace? Yuri Gagarin. Donc c'est un soviétique, à l'époque c'était encore l'Union soviétique, donc c'est un cosmonaute. Mais quand Gagarine a volé, il était le premier. Et les Russes, c'est la langue russe, ne savaient pas tout de suite comment appeler ces voyageurs de l'espace. Et pendant un temps, je crois, assez court, en fait, parce qu'il n'y avait pas encore... Il y a eu rapidement une femme, mais les premiers voyageurs de l'espace étaient appelés des Gagarines. Je trouve ça assez... bon, comme quelquefois on parle de frigidaire, vous savez, voilà, on parle de Gagarine, c'est pas mal. J'étais un Gagarine, très bien. Bon. Alors, notre premier homme de l'espace, donc Jean-Loup Chrétien, il se trouve que il fallait l'évoquer d'autant plus cette année que son premier vol date de 1982, donc il y a 40 ans, et sa mission, donc PVH, premier vol habité, voilà, ne cherchez pas plus loin, il n'y a pas de latin, il n'y a pas de choses compliquées. Et donc Jean-Loup Chrétien, premier Français à aller dans l'espace, et même premier Européen à aller dans l'espace. Tout ça dépend un peu sur les limites de l'Europe qu'on aura, mais on va lui accorder ce titre. Alors, pourquoi je me suis... que je vous explique ma méthode pour les 10 planches, enfin les 10 planches dont celle-ci, puisqu'il y a 10 astronautes, cosmonautes français. La photo de l'astronaute ou du cosmonaute en question, plus ou moins jeune, parce qu'évidemment, on prend de l'âge tous. Hein. Et puis le badge, ou un des badges de leur mission. Ça, c'est... c'est compliqué, certains aussi se connaissent. Dans les badges, le même astronaute, on va dire astronaute, hein, vous avez compris, on déclinait, peut avoir plusieurs badges, parce qu'il peut avoir sa mission à lui, et là en l'occurrence comme français, lié à l'organisme pour lequel il travaille, donc le CNES à l'époque, et puis il peut y avoir un badge de la mission à laquelle il contribue. Donc vous pouvez avoir plusieurs badges, donc ne soyez pas perdus si vous êtes un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste des badges de mission de vol habité, je dois m'intéresser aussi à d'autres dossiers, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Et même par moments, j'ai été le chercher parce que je cherchais un des 2 ou 3 badges. Pourquoi ? Là, vous voyez ce badge absolument magnifique, nous sommes dans les années 80, cet homme, hein, et cet homme étoilé en quelque sorte, qui, ou à moins qu'il affronte les étoiles et que dans le flux, là, il récolte des étoiles. C'est évidemment la première dimension du vol habité, ad astra, vers les étoiles. C'est quitter la Terre qui est la nôtre, traverser l'atmosphère et entrer dans ce qu'on appelle l'espace extra-atmosphérique. Donc de nouveau une petite expression, j'aurais pu mettre ad astra en haut, j'ai mis plus ultra, c'est-à-dire on dépasse, hein, on va au-delà de ce qui est la vie courante, la vie habituelle. C'est très clairement l'image que nous avons des astronautes, et c'est très clairement ce qu'ils font. Ils quittent
la vie courante, habituelle, naturelle, terrestre, ce qui est notre condition humaine, et ils vont au-delà des portes de la vie terrestre. Cette formule, elle était inscrite sur les colonnes d'Hercule. Quand on quitte la Méditerranée, il y a ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule, et c'est marqué aller outre Méditerranée. Donc voilà, aller outre. C'est l'essence même du vol habité. Des humains vont outrepasser leurs conditions humaines habituelles. La deuxième, alors je vois que j'ai un peu une petite erreur, il manque alors c'est 1984, je crois, ou 85, vous vérifierez. Donc le deuxième astronaute français qui a été évoqué tout à l'heure, Patrick Baudry, alors lui a volé donc sur une navette américaine, vous avez d'ailleurs une maquette derrière, donc c'est un astronaute. Vous voyez, c'est intéressant sur sa combinaison, donc évidemment le drapeau français, on n'oublie jamais, mais il y a aussi le logo de la NASA, puisqu'il vole avec un vaisseau de la NASA, et puis le logo du CNES, parce qu'à l'époque encore, tous les astronautes français dépendaient du CNES, ils vont changer de statut, devenir des astronautes européens quelques années plus tard. Et sur son badge de mission, donc mission Sciences de la vie, avec ce très beau dessin d'un des grands dessinateurs de l'époque, Foulon, l'homme qui flotte. Deuxième caractéristique des vols habités, sans gravité, justement, en apesanteur. Dès lors que vous êtes à bord du vaisseau et que ce vaisseau a été mis en orbite, eh bien, vous n'êtes plus en tout cas, vous êtes soumis à des forces qui s'annulent et vous volez, vous flottez. Donc ça, c'est évidemment une autre expérience assez originale et strictement, alors pas extraterrestre. Vous savez qu'on peut reproduire l'apesanteur dans l'atmosphère, soit vous sautez du haut de la tour Eiffel et pendant un certain temps, pas très long, surtout que ça se termine vite, vous êtes en apesanteur, donc n'utilisez pas cette méthode-là. Elle est utilisée pour mettre en apesanteur des objets avec en bas un gros matelas, mais pas pour des humains. Pour les humains, ce sont des vols paraboliques en avion. Jean-Pierre Hénéret vous expliquerait ça. On fait faire des paraboles, des montagnes russes, qu'on dit encore russes aujourd'hui, et on peut vous mettre en apesanteur. C'est une des conditions des vols habités, enfin, la situation des vols habités, d'être en apesanteur. Et quand tout à l'heure, avec le professeur, il y avait un échange sur l'intérêt scientifique d'une station spatiale, eh bien, c'est que dans une station spatiale, ce n'est pas seulement une vingtaine de secondes comme ce qu'on peut faire en avion, ça dure évidemment autant de temps que vous mettez l'objet ou l'humain dans l'espace, et cela permet d'étudier un certain nombre de réalités qui, sur Terre, sont soumises à la pesanteur, et qui, là, sont en apesanteur, et il y a des caractéristiques particulières que vous pouvez à ce moment-là étudier plus facilement ou faire apparaître. Donc, voilà, à travers un badge et un astronaute, une réalité des vols habités. Troisième astronaute, donc 1992, Michel Tonini, donc lui aussi a volé sur la navette. Et sur cette photo, alors là, vous avez un cas, Michel est à la fois un astronaute et un cosmonaute, puisqu'il a volé sur la navette. Il était là dans le scaphandre de la NASA, mais la mission à laquelle je fais allusion, Antares, donc en 92, il avait volé donc auparavant. C'est une mission, cette fois-ci avec les Russes, et je voulais vous parler parce que vous voyez, ce badge est assez beau aussi. Vous avez à gauche un casque de cosmonaute qui regarde la Terre. La Terre est à droite. Et là, je voulais parler d'une autre chose dont tous les astronautes qui pourraient me remplacer aujourd'hui vous parleraient beaucoup mieux que moi. Ce qu'on appelle, alors, on adore l'expression anglaise, donc je vous la donne, overview effect. La tradition française, qui n'a pas été, comment dirais-je, validée par l'auteur Jean-Paul Sartre, perspective plongeante. Vous imaginez que vous êtes au-dessus de la Terre, à 400 km, et vous voyez la Terre depuis 400 km. Vous n'imaginez pas, en fait. Moi, je n'imagine pas. Il faut avoir été astronaute, s'être retrouvé à cet endroit-là, enfin, dans ces orbites-là, parce que ce n'est pas un endroit. Vous n'êtes pas figé comme ça, pour pouvoir éprouver ce qu'il nous raconte avoir éprouvé. Un mélange, une émotion esthétique, une émotion aussi de fragilité, à la fois la vôtre. Bon, ce n'est pas nécessairement vertigineux, parce que le vertige, c'est plus compliqué que ça, mais... Et puis aussi la fragilité de votre planète. Enfin, allez voir sur YouTube ou des choses. Enfin,
écoutez-les parler de l'overview effect, c'est une des choses qui vous raconte le plus souvent, ou allez peut-être dans les différents contes de Thomas, il en a évidemment aussi parlé, tous en parlent, comme une des émotions les plus prenantes lorsque vous êtes là-haut. Je rappelle que les astronautes français sont tous allés en orbite terrestre, aucun n'est allé jusque sur la Lune. Donc sur la Lune, c'est encore l'overview effect, mais multiplié évidemment à un facteur important, puisque ce n'est plus 400 km, mais 400 000 km. Donc c'est autre chose. Mais, enfin, c'est autre chose, mais ça, il y a des éléments évidemment semblables. Donc, à travers ce badge, aussi cette expérience que tous nous, pas seulement les Français, hein, d'ailleurs c'est anglais parce que ça a été, comment dirais-je, remarqué, étudié à partir des témoignages d'astronautes de la NASA. Alors, pourquoi donc Jean-Pierre Aigneré, qui aurait pu être là cet après-midi, mais je pense que vous avez compris pourquoi en ce moment un cosmonaute qui a été très engagé avec les Russes, et qui a beaucoup d'amis russes, puisse avoir quelques difficultés à intervenir en public pour ne pas froisser ses amis et ne pas non plus les mettre en difficulté. Enfin, je peux témoigner que pour tous ceux qui, autour de moi, ont travaillé avec des Russes, la situation est tout sauf simple, alors encore plus quand il faut prendre la parole comme cet après-midi. Donc Jean-Pierre a volé 2 fois avec des Russes, une fois sur une mission courte et en 98 sur une mission longue. À l'époque, 98, une mission de 6 mois à bord d'une station comme Mir était un record, était une première. Il était un des tout premiers Européens à voler aussi longtemps à bord d'une station spatiale, parce qu'aujourd'hui encore, le confort est assez sommaire. Hein, c'est du tourisme, puisqu'on est autour aussi du voyage, du tourisme. Bon, un tourisme assez basique. Mais il y a 20 ans, sur la station Mir, c'était très, comme disaient certains, rustique. Bon. Et passer 6 mois avec un équipage, enfin 2 autres Russes dans voilà, une autre différence. Hein. Aujourd'hui, l'année dernière, Thomas Pesquet nous a envoyé des photos, des messages tous les jours. Jean-Pierre avait réussi un record, c'est qu'il a envoyé tous les 15 jours ou tous les mois un message de 20 lignes qui était publié dans le Figaro. Voilà, et c'était un record médiatique. Alors ça va faire sourire les plus jeunes parmi vous. À l'époque, c'était une grande première qu'un cosmonaute ou un astronaute s'adresse aux terriens pendant une mission. Et nous l'avons, je vous avoue, enfin moi je commençais à travailler pour le spatial, nous l'avons beaucoup apprécié, en disant c'est quand même génial. On a alors il n'y a pas d'échange, hein, mais en tout cas une expérience en direct. Et c'est pour ça que j'ai mis durable. Une mission, surtout aujourd'hui où 6 mois c'est devenu la règle, pas pour les touristes, mais pour les astronautes professionnels, ils partent le plus souvent pour 6 mois dans la Station spatiale internationale. Et l'idée de durabilité joue aussi bien pour les astronautes en tant que personnes, parce qu'il faut tenir 6 mois dans quelques bidons, avec à peu près toujours les mêmes. Et bon, c'est génial. Je pense qu'il y a des moments où on doit avoir le moral plutôt en fond de cale, et puis parfois on prend son saxophone, ou je ne sais pas, et on va jouer dans la cupola, c'est sympathique. Mais voilà, bon... aller interroger des sous-mariniers, poser leur la question, qui vivent 70 jours, c'est des missions de 70 jours, je crois, en général. Bon, là, c'est 6 mois. Voilà. Bon. Ils vous expliqueront qu'il faut durer. Durabilité aussi au sens de ce qu'ils nous disent. Hein. J'essaie non pas de mettre à leur place, mais d'être un peu le transmetteur. Ce qu'on apprend aussi de la nécessité de prendre soin de sa station et les leçons qui peuvent nous le donner, nous transmettre, hein, les enseignements qu'ils peuvent nous transmettre par rapport à notre planète, parce que souvent on dit, au fond, la planète Terre, c'est notre vaisseau spatial, nous en sommes l'équipage, et nous en sommes tout aussi responsables que ces astronautes sont responsables de leur station. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Thomas Pesquet nous racontait que quand il est arrivé la dernière fois, comme il était le dernier arrivé, on lui dit, tiens, au fait, il faut réparer les WC, voilà, donc tu sors tes gants, tes instruments, et il faut mettre tout ça tenir en fonction. Donc, durabilité. Donc toujours, si vous cherchez les badges, ça c'est le badge plutôt côté français, avec une particularité que je vous fais remarquer, vous avez déjà vu auparavant, c'est qu'il y avait,
malheureusement je parle au passé, une tradition, me semble-t-il, c'est que les badges français portaient toujours un visage ou quelque chose d'humain. Souvenez-vous, les deux premiers, hein, l'humain qui flotte, l'humain qui avance dans les étoiles, voilà un visage. Alors, c'est pas nécessairement voilà, c'est du figuratif, mais un petit clin d'œil. Ici, c'est moins clair. Alors, est-ce qu'il y avait une mission française? J'ai pas trouvé pour Jean-Jacques Favier un autre badge. Alors, il faudrait un jour que je lui pose la question, si je le vois, mais j'ai pas eu le temps de chercher plus pour préparer ça. Alors, Jean-Jacques Favier a une particularité, c'est qu'il est le premier français et d'une certaine manière le seul à avoir pu monter dans l'espace sa propre recherche scientifique. Jean-Jacques Favier est un ingénieur du CEA et il avait élaboré une expérience de fou, un truc un peu compliqué. Évidemment, je ne sais pas vous expliquer complètement, et une expérience qu'il proposait de monter dans l'espace, et on dit, vous montez avec. Donc c'est vraiment ce qui était très rare au début de la NASA, il n'y avait quasiment pas, hein, c'est la dernière mission Apollo avait un scientifique à son bord sur la Lune. Là, avec l'augmentation des missions, on a pu commencer à monter des scientifiques. Et Jean-Jacques Favier est le seul, au sens strict, chercheur français à être monté, non pas comme pilote ou comme ou copilote, mais comme scientifique montant sa mission. Et sa mission était liée à des questions de fusion, d'où, à côté de la navette Columbia, il a volé sur Columbia, eh bien, le Soleil, c'est peut-être pour montrer un peu la chaleur qu'il devait... Parce que c'était donc un truc qui était assez spectaculaire, parce qu'il montait des fours à haute température dans une station. Enfin, à bord, là, non, c'était pas à bord d'une station, c'était à bord de la navette elle-même. Il faut être chercheur. Donc Jean-Jacques était astronaute. Une des raisons aussi, c'est qu'il ne rentrait pas à cause de sa taille dans les Soyouz. Donc il fallait uniquement les navettes américaines prévues pour des tailles un peu plus hautes. Voilà, donc Léopold Ehartz. Alors, en 98, c'est sa deuxième mission. Il a volé 2 fois, mais j'aime beaucoup son badge. Vous voyez, toujours la présence d'un être humain. Et là, donc, avec le reflet dans le casque et cette mission Pégase. Et je vous ai donc marqué un peu comme titre un reflet de nous-mêmes, parce que c'est ce dont nous parlent les astronautes aussi. Ils ne parlent pas que d'eux. Quand ils décrivent la Terre, ils nous parlent de nous. Quand ils nous disent je vois la pollution d'un tel endroit, ils parlent de nous. Quand Jean-Pierre Egnuret, 20 ans après Thomas Pesquet, ils prennent tous les deux la même photo du fleuve Betsiboka à Madagascar, qui malheureusement dénonce, mais nous le savions, l'érosion des sols en latérite, donc c'est des sols rouges, et le sol part dans le fleuve, ce qui fait que c'est un fleuve rouge. Et il dit, voilà, c'est le sang de la terre qui est en train de s'écouler dans la mer et d'appauvrir les sols. Il ne parle pas des problèmes de fuite dans la station Mir ou la station internationale. Il parle bien des problèmes terrestres. Donc, dans le casque de l'astronaute, ce n'est pas seulement le reflet d'un cargo russe ou d'un Soyouz, c'est aussi des reflets de ce que nous sommes nous-mêmes sur Terre. Et dans ce sens-là, vous savez, le droit, vous ne savez peut-être pas, mais le droit spatial déclare les astronautes envoyés de l'humanité. Et ils sont envoyés de l'humanité dans l'espace, mais ils s'adressent à l'humanité et ils parlent de l'humanité. Jean-François Clairvoy, donc lui aussi, 3 vols à bord de la navette. Là aussi, je n'ai pas trouvé d'autres badges, donc c'est possible qu'il n'y ait pas de badge spécifique à sa mission. Tout ça, c'est des questions de discussion et de diplomatie. Donc, uniquement un nom technique de STS. Donc, c'était les navettes avec la 103e mission. Et tout de même, j'ai gardé quand même ce badge sans aller chercher au fin fond des tiroirs que je n'ai pas, parce que vous avez donc la figure, le profil du télescope Hubble, parce que là aussi, une des missions des vols habités sont tournées non pas vers la Terre, qui apparaît sur ce badge, mais aussi vers les étoiles. Et Hubble, vous connaissez tous le télescope, maintenant qui est proche de la retraite et qui a trouvé un remplaçant dans le James Webb télescope. Et donc le Hubble, étant en orbite terrestre, avait été mis en orbite par une navette et était régulièrement réparé par des navettes.
Et donc, Jean-François a été l'un de ceux qui ont manipulé les bras et tout le bazar pour travailler sur Hubble. Ce qui est juste un petit clin d'œil. Hein. Sur le badge, vous avez le nom des astronautes. Vous reconnaissez donc Clairvoy en haut à gauche, et en bas, légèrement sur la droite, Nicolier, Claude Nicolier, et le seul jusqu'à présent astronaute suisse, lui aussi un très grand bonhomme, comme on dit, avec une très belle carrière dans le domaine spatial, et comme tous ces astronautes, un homme charmant, plus le charme suisse. Évidemment, l'astronaute vedette, enfin les deux qui vont suivre sont parmi ceux qui vont suivre, deux, c'est Claudie Aigneret, ou Claudie Andrédé quand elle a volé la première fois, sur donc 2 missions. Là, c'est sa seconde mission, Andromède, avec un très très beau badge, je trouve. Moi, je l'ai trouvé superbe, qui est à la fois une figure un peu énigmatique. Est-ce que c'est qui touche à la fois sur côté un peu un art premier, bon, on ne sait pas trop. Et puis autour, les branches d'ADN. Claudie Aigneret a toujours beaucoup emmené des expériences liées au vivant. Elle est médecin. Pas nécessairement ses expériences. C'est pour ça que la proposition de Jean-Jacques Favier est un peu spécifique, c'est sa propre expérience. Mais comme tous les astronautes, il faut travailler pour les autres. Ça, c'est aussi une réalité. Et dans le domaine du vivant, c'est pour ça que je marquais c'est la vie, Claudie Aigneret a fait des expériences vraiment très intéressantes par exemple, elle avait toute une expérience autour de pleurodèles, qui sont des espèces de salamandres, de fécondation et de développement, des tout premiers développements des cellules à partir d'œufs fécondés de pleurodèles. Et puis, bon, vous connaissez sa carrière qui a suivi aussi. Et c'est évidemment une grande fanat du spatial et qui nous parle de l'espace et en plus de son parcours de femme. Cosmonaute, tout à fait singulier. Philippe Perrin a volé il y a juste 20 ans, donc il méritait aussi un clin d'œil particulier. Philippe Perrin a volé une fois, dans aussi une très belle mission sur la navette, avec, je crois, 2 ou 3 sorties extravéhiculaires. Ce n'est pas le premier français. C'était le cas de Jean-Loup Chrétien, de Jean-Pierre Aigneret. Mais Philippe a vraiment accompli des très belles missions extravéhiculaires et il était vraiment, je dirais, honoré pour ça. Et avec un badge donc tout à fait sympathique, puisque là, cette fois-ci, c'est le petit prince qui se reflète dans le casque de l'astronaute. Un clin d'œil, bon, à la fois à la culture française, Saint-Exupéry, mais au-delà, à une certaine manière de concevoir l'humanité. Vous connaissez la philosophie de Saint-Ex. Saint-Ex qui est régulièrement évoqué, honoré. Je ne suis pas certain qu'il ait monté une œuvre de Saint-Ex, mais c'était le cas de Thomas qui l'a fait. Bon, voilà, c'est une des grandes figures symboliques, emblématiques de l'air et de l'espace grâce à nos astronautes. Et Philippe a volé une fois et il a dit maintenant je n'ai pas envie d'attendre la prochaine, donc il est ensuite rentré chez Airbus comme pilote d'essai du 380. Et puis le dernier et évidemment le plus connu, surtout quand on est un peu plus jeune que moi, Thomas Pesquet. Donc dans cette dernière mission, alors il y a eu d'abord la mission Proxima et puis la mission Alpha, donc la dernière. Voilà, un petit clin d'œil, retour vers l'infini. Au moins à travers son badge, et si vous avez en tête le badge Proxima, je suis un peu désolé, mais le badge français n'a plus de visage humain. On est quelques-uns à le regretter, mais il y a des contraintes apparemment, européennes ou autres, qui font que ça devait disparaître. C'est le côté quelquefois un petit peu, comment dirais-je, désolant de la coopération. Après, si vous voulez savoir comment certains ont customisé ce badge pour le rendre plus humain, je peux vous donner les adresses correspondantes et c'est assez sympa. Bon, mais je n'ai pas à faire la pub de qui que ce soit ici, donc je ne le fais pas. Vous me demanderez, je vous dirai qui aller voir. Et oui, Retour vers l'infini à double titre, parce que c'est plein de nouveautés dans l'émission de Thomas, surtout la dernière. Comme on l'a dit tout à l'heure, un vaisseau américain, mais d'origine privée. Et puis la perspective, qui était aussi évoquée tout à l'heure, à travers soit des vaisseaux privés, soit des vaisseaux nationaux, un retour vers la Lune. Et évidemment, on
pas besoin de trop demander à Thomas s'il a envie de participer aux missions suivantes. Et comme le disait un des responsables du CNES récemment, la manière dont il a excellemment réussi sa deuxième mission, donc la mission Alpha, y compris de commandant de la station, évidemment, lui donne des atouts positifs pour briguer une nouvelle place. Alors je crois que j'avais une autre c'est étrange, il manque quelque chose qui a disparu, mais c'est pas grave. J'avais une belle image. Voilà, donc j'ai peut-être déjà largement dépassé le temps qui m'était imparti, mais le but maintenant, c'est d'avoir un échange. Donc la parole est à vous. Il y a un micro que l'on va faire passer pour que l'enregistrement enregistre au moins votre voix. Je sais pas. Voilà, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que je tâcherai de vous répondre ou de vous indiquer les bonnes personnes pour répondre à vos questions. Allez-y, madame, n'hésitez pas. Oui, alors je suis surtout intéressée par le métier que vous pratiquez au CNES. Vous parlez de la réflexion éthique dans l'espace. Et c'est vrai que voilà, quand on s'intéresse un petit peu au voyage spatial, avec SpaceX notamment, qui fait parler beaucoup de lui, de tous ces satellites qui sont envisagés de partir dans l'espace, des problématiques que ça provoque. On l'a vu à différents domaines. Tout à l'heure, je sais plus, ce matin, on a regardé sur Allumer les étoiles, et justement, ça fait partie de ces inquiétudes d'envoyer dans l'espace tellement de lumière qu'au bout d'un moment, on ne verra plus rien. Vous avez l'air de dire que vous avez été embauché pour apporter toute cette réflexion-là. Comment ça fait bouger les lignes, en fait? Comment l'éthique arrive à s'immiscer dans tous les enjeux économiques qu'on imagine bien? Je veux dire, on sait que derrière le réseau Starlink, même dans la crise qui est traversée aujourd'hui, a eu son rôle à jouer. On sait qu'il y a un vrai intérêt à faire avancer la technologie. Mais en même temps, on voit bien que ça va avoir des conséquences néfastes, quoi. Donc vous, j'imagine, vous avez été probablement embauché pour ça. Et c'est votre métier qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Merci pour votre question. Donc, même si on est un peu au-delà des vols habités, mais je me permets de donner quelques éléments. L'histoire, c'est qu'il y a 20 ans, la réflexion éthique est déjà très présente dans la recherche française, à travers plutôt les recherches médicales ou biologiques, recherche agronomique, mais était absente dans ce qui était le plus lointain de l'humain. Et dans les organismes de recherche français, le plus lointain de l'humain, c'est le spatial. Pour autant, les responsables de l'époque se sont dit il faut que nous nous interrogions. Alors, comme je vous le disais rapidement en introduction, pas tout de suite pour donner des avis sur ce qui est bien et mal, parce que il y a déjà un droit spatial qui n'est pas du tout une nouveauté, hein, puisque le droit a commencé à être élaboré au moment où on a lancé le premier satellite, donc c'est Sputnik en 1957, on a commencé à élaborer un droit, et que ce droit repose sur un certain nombre de principes. Donc beaucoup de questions que vous venez d'évoquer, je ne dis pas qu'elles ont leur réponse, mais pour élaborer des réponses, nous ne sommes pas dans un grand désert. Nous avons un droit avec lequel nous devons réfléchir et tenter de trouver des issues ou des directions qui nous semblent plus favorables que d'autres. Donc, dans les années 2000, il s'agissait donc pas de faire double emploi avec la réflexion juridique déjà ancienne et qui continuait à être nécessaire et qui continue à être nécessaire aujourd'hui, on pourrait en dire deux mots s'il faut, mais de s'interroger davantage sur la finalité de ce que l'on fait. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi en 2000, mais pourquoi encore en 2020 et demain en 2025 ? En l'occurrence, un pays comme la France, puisque c'est le CNES qui avait cette idée-là, engage-t-il un programme spatial ? Quelles sont d'abord les finalités de ça ? Enfin, pourquoi ? Pourquoi et pourquoi ? Vous voyez, une question un peu philosophique, mais aussi très... Et puis aussi, de quelle manière l'engageons-nous ? Donc c'était un peu l'idée de départ, comment dirais-je, en étant très attentif à ne pas tout de suite casser la dynamique. Donc commencer plutôt lentement,
en se disant, ben voilà, c'est une chose qu'on n'a encore jamais faite, parce que l'éthique spatiale, en 2000, ça n'existait pas. Personne n'avait vraiment... il y avait, comme toujours, vous n'êtes jamais le premier. Bon, trouver un auteur dans un coin, un petit colloque, mais pas au niveau d'une communauté active. Et donc nous avons commencé de manière extrêmement modeste, et il faut le dire encore aujourd'hui très modeste, pour pouvoir exister et surtout rester. Parce qu'il y avait une initiative parallèle au niveau européen qui, au bout de 2 ans, s'est arrêtée. Parce qu'ils ont voulu trop en faire, peut-être, ou trop compliquer les choses, et peut-être ne pas assez tenir compte du milieu. Donc je me souviens, j'ai commencé avec mes collègues ingénieurs, mes nouveaux collègues ingénieurs. Il ne s'agissait pas de leur entrer des grands principes. C'est quoi votre vie de chercheur, d'ingénieur? Comme je dis toujours, un ingénieur convenable, il ne s'intéresse pas que sur comment ça fonctionne. Il a quand même un projet, une perspective, un point d'où il part. Et parfois, il peut être un peu le nez dans le guidon. Alors nous, on n'a pas de guidon, mais le nez dans la poudre ou le nez dans son satellite. Et il faut qu'il reprenne un petit peu de distance. Ça, c'est un job auquel je peux contribuer. Et donc, dès le début, il y a eu cet aspect-là, d'accompagner pour prendre conscience de ce que nous faisons. Et peut-être faire découvrir à mes collègues ingénieurs que, bon, par moment, on est un peu le nez dans son ordinateur, mais nous participons tous à quelque chose qui a déjà eu des conséquences au niveau de l'humanité et qui en aura demain, et que ce n'est pas parce que je suis dans la technologie que je ne suis pas responsable de l'usage de ce que je suis en train de faire. Je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années, on parlait déjà dans nos milieux de constellations, mais attendez, quelles sont les conséquences sociales de ces constellations? Ça n'a pas été du tout gagné, et même à l'époque, nous avions un peu perdu la bataille. Il y a eu, pour des raisons, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais et aujourd'hui, on se dit, tiens, on aurait peut-être pu se rendre davantage, être davantage conscients. Nous n'étions pas les seuls acteurs, et puis d'autres ont repris, et c'est après, il y a des questions de... comme vous le disiez, c'est plutôt compliqué, mais en tout cas d'exister et de dire, là-dessus, nous avons déjà des éléments. Ce que j'ai constaté, et ça, c'est aussi pourquoi je tiens toujours à répondre à des invitations comme aujourd'hui, c'est que de fait, le rôle du public est essentiel. Un organisme public comme le nôtre et comme d'autres, vous pouvez le faire changer quand vous vous appuyez sur l'avis du public. Nous sommes des organismes publics. Et si notre investissement dans la communication est plutôt important, le CNES a une tradition de communication qui est réelle, et bon, je ne dis pas que c'est parfait, mais enfin, c'est aussi le lieu où le public peut réagir sur ce que nous faisons. Et nous avons constaté que dès lors qu'on a commencé, donc vers 2000 et quelques poussières, dans notre communication, à introduire cette petite réflexion éthique en disant, tiens, on s'interroge aussi, le pourquoi, le comment, ça veut dire quoi d'avoir des satellites d'observation de la Terre? Il y avait pas, on était il y a 20 ans, donc il y avait peut-être choses qui n'existaient pas, ou en tout cas qui n'étaient pas présents. Petit à petit, le GPS américain, ça vous dit quoi? Bientôt Galiléo. Alors, avoir un peu la réaction des gens qui n'est pas... Mais on s'est rendu compte que c'était un domaine sur lequel nos publics, donc vous, mais moi aussi, je suis public d'autres genres de communication, nous étions très sensibles. Et cela a permis, et c'est pour ça que je dis toujours, il y a vraiment un rôle de ce point de vue-là, ça a aussi un peu obligé la direction du CNES de dire, attendez, là, on ne peut pas mettre de côté cette réflexion-là. Alors après, la mise en œuvre, ça, il faut du temps, parce que entre les pressions politiques, les pressions économiques, les pressions des industriels, mais tout de même de soutenir tout ce qui, à l'intérieur même de la communauté spatiale, peut être de la durabilité, de la responsabilité, de la raison, de la conscience, là, je me suis rendu compte que petit à petit, ce petit travail modeste de communication, de rencontre des gens, était, restait modeste, mais n'était pas non plus vain. Tout à l'heure était évoquée la question des débris spatiaux. Bon, question qui est d'abord une question technique, complexe. Mais je me souviens que j'avais dit un jour dans une réunion ou d'une rencontre avec des collègues ingénieurs qui sont impliqués là-dedans, j'aurais dit, attendez, il faut arrêter d'être tout le temps en position de culpabilité. La production de déchets, dès qu'on fait une action, la moindre action, on fait des déchets. La question, c'est la manière dont c'est pas ne rien faire, c'est comment intégrer ça dans une vision globale et responsable.
Mais déjà dire, attendez, vous n'êtes pas... Parce que c'est vite fait de dire, ouais, vous polluez l'espace. Mais attendez, pour venir ici, on a pollué l'espace. On a utilisé des GPS. Moi, j'avais besoin du GPS, calculer mon temps de parcours. Donc, j'ai utilisé du spatial. J'ai contribué à polluer quelque part. Donc, c'est une pollution qui est tout à fait collective, globale. Dans le spatial, tout est global. Et les usages aussi. Donc, arrêtez de vous culpabiliser. Vous avez pu parler que vous êtes du spatial parce qu'on vous dit, vous polluez l'espace, mais rentrez dans une attitude responsable. Et quelques temps plus tard, ce collègue m'a dit, ah, tu sais, ça fait du bien de prendre un peu de recul par rapport à nos activités, de comprendre comment on s'insère. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ça, au moins, ça soutient ceux qui, au sein du spatial, et il y en a beaucoup, par exemple dans le cas des débris, sont tout sauf irresponsables, au contraire. Parce que, je ne vais pas vous faire une conférence sur les débris spatiaux, tel que je connais un peu, ben, je ne suis pas un spécialiste technique, mais c'est pas simple, là aussi, beaucoup de pression. Parfois, des images un petit peu faciles que nous avons parce qu'on pense que les bons sont d'un côté et les mauvais de l'autre. C'est pas si simple que ça, par exemple dans ce domaine-là. Mais donc, au moins, dire, OK, la technique, c'est vous, mais la réflexion sur le pourquoi, le comment de tout ce qui est autour, ça, nous pouvons quand même aussi vous accompagner. Et voilà. C'est ça qui est le propre, en tout cas, de la manière dont j'incarne, si je puis dire. En tout cas, je concrétise cette mission qui est la mienne. C'est surtout pas d'arriver avec des solutions, mais c'est surtout alimenter des dossiers qui, au départ, sont souvent très techniques par les enjeux humains qui sont derrière. Et tâcher de faire en sorte qu'on ne soit pas dans des visions trop dualistes. Hein. C'est tellement vite fait, surtout en ce moment, que ça n'offre aucune solution. Et dans le spatial, en particulier où nous trimballons énormément d'images culturelles, des choses qui sont très belles, hein, mais qui parfois dans la réalité c'est un peu différent et qu'il faut tempérer les choses pour trouver une solution. Vous voyez, entre le public et le privé, on entend aussi des choses parfois un peu faciles. Sur le tourisme spatial, donc, qui était évoqué tout à l'heure, voilà, là c'était pas du tourisme spatial au sens, parce que c'était pour des gens qui, comme moi, aller voir des sites spatiaux, etc. Mais bon, c'est un sujet qui est très débattu. Et vous avez rapidement les pour, les contre, qui s'envoient à la tête des sommes d'argent et des trucs de pollution. Bon, ok, mais essayons d'être raisonnables, essayons de creuser les dossiers, essayons de comprendre ce qui est réellement en jeu, et nous en sortirons tous plus intelligents et plus sachants. Et ce faisant, peut-être plus à même de prendre des bonnes orientations. Donc, voilà, alors, prochainement, devrait être établi au CNES un comité d'éthique, bon, qui va dans le même sens. Mais, alors vous me direz, c'est quand même 20 ans pour faire un comité d'éthique. C'est pas si simple que ça, parce qu'il faut aussi des structures qui fonctionnent. C'est facile de vous dire, tiens, voilà, les 10 premiers, là, il faut être un comité d'éthique. Mais le spatial concerne des activités tellement différentes que 10 personnes, vous allez avoir 10 personnes incompétentes, parce que c'est la 11e qu'il fallait sur un sujet que vous voulez traiter. Donc il faut trouver aussi un mode de fonctionnement qui soit efficace. Ça ne sert à rien de créer un truc, enfin, les trucs on connaît, mais qui ne sert à rien. Il faut vraiment que ça puisse être au service aussi bien de la communauté spatiale que de la communauté voilà, nationale ou internationale. Et donc là, le pas va être franchi, mais je vais continuer à instruire des dossiers comme j'en fais depuis 20 ans. Et puis, parce que c'est un milieu, si vous ne l'avez pas senti, mais c'est que j'ai raté mon coup, mais c'est un milieu qui est très enthousiasmant. Enfin, il y a de l'humain. C'est un milieu d'abord humain. C'est pour ça que j'ai du plaisir à parler des astronautes. Il y a plein d'autres choses à côté, mais c'est toujours de l'humain qui s'investit. Et ça, il ne faut pas le rater. Bon, je suis très bavard, hein, donc il faut faire attention pour me couper. Juste une petite dernière par rapport au comité d'éthique. Est-ce que vous faites de la coopération internationale dans ces réflexions-là? Parce que là, vous parlez que vous avez été embauché par le CNES, donc en France, mais la conquête spatiale, les voyages spatiaux, c'est toute l'humanité qui est concernée, et puis qui y va ensemble d'ailleurs. On n'y va pas tout seul, notre petit pays tout seul. Donc vous-même, est-ce que vous participez à des colloques ou même à un comité d'éthique international? Est-ce que c'est possible? Enfin, parce qu'à un moment donné, il va falloir discuter sans doute à une échelle plus grande que celle de la France, quoi. Alors, toute activité spatiale est quasiment immédiatement internationale. Au moins européenne en ce qui nous concerne. Nous, aujourd'hui, on repart de l'expérience du CNES, mais au moins européenne et sinon internationale. Multilatérale, bilatérale, enfin, vous avez tout ce que vous voulez en termes de possibilités de relations. Dans le domaine de l'éthique,
il y a une chose qui est regrettable, c'est qu'aucune agence spatiale de par le monde n'a eu la même idée. Pour des raisons, dans certains cas, qui peuvent s'expliquer. Moi, je pense aussi simplement que les Français ont du culot dans certains domaines. Alors, sur des thématiques particulières, vous avez des investissements. Enfin, on va chercher quelqu'un qui... Bon, sur les débris spatiaux, pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de questions techniques et juridiques qui, depuis déjà 30 ans, au moins, sinon 40 ans, non, pas 40 ans, j'exagère peut-être un peu, mais au moins 30 ou 35 ans, vous avez des comités aussi bien techniques que juridiques qui tâchent d'avancer et qui avancent pas à pas, parce qu'il faut partir vraiment de la base pour un jour peut-être, on n'y est pas encore arrivé, avoir des législations, du droit international qui puissent permettre de contrôler et de sanctionner ceux qui ne suivent pas les règles, qui avaient été, donc de retour rapide, le plus rapide possible. Alors, rapide possible, c'est pas une seconde, mais c'est des objets dans l'atmosphère pour brûler, etc. Ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Mais par exemple, dans le domaine de la recherche de l'exploration planétaire, ce qu'on appelle la protection planétaire, puisque quand on envoie une sonde sur une planète ou qu'on ramène des échantillons venus de l'espace, il faut évidemment être très prudent pour ne pas contaminer la planète qu'on va explorer, Mars, pour ne pas donner un exemple que tout le monde connaît, ou bien quand on ramène, alors jusqu'à présent on a surtout ramené des poussières, comme par exemple de comètes, les Japonais ont réussi ça à 2 reprises, bon, évidemment un certain nombre de précautions, d'un point de vue scientifique, mais déjà il faut réfléchir, si on ramène des choses un peu plus grosses, ou de planètes comme Mars, qu'est-ce que ça signifie en termes de réflexion philosophique? Est-ce qu'on peut le faire? Quel type de danger on court? Après 2 ans de pandémie, on voit bien qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas nécessairement et qui peuvent être très dangereuses. Donc il y a vraiment une réflexion à faire. Là, on trouve, au niveau international, par exemple, l'organisme qui s'appelle le COSPAR, qui est un organisme international de recherche astronomique, a des comités qui réfléchissent, par exemple, à la protection planétaire, aussi bien en termes scientifiques, d'abord en termes scientifiques, puisque c'est le propos de cet organisme, mais aussi en termes juridiques, éthiques. Donc là, il y a une coopération internationale où des experts peuvent venir de différents pays. Mais c'est vrai que, globalement, je sens que le côté de se triturer un peu la tête en se demandant mais pourquoi on fait tout ça et dans quelle manière, reconnaissons que c'est plutôt français et que même certains en rigolent. Moi, j'ai un jour eu une interview d'un journal canadien sur Internet, et donc j'étais regardé ensuite les réactions des lecteurs. Et la première réaction, c'est de dire il faut vraiment être français pour se poser ce genre de questions. C'est la preuve qu'ils n'ont pas de programme spatial. Bon, c'était quand même pas très gentil, parce que le programme spatial français est largement équivalent à celui du programme canadien. Eux, ils sont très liés aux Américains. Tant pis s'ils ne veulent pas se poser des questions, mais je trouve qu'on a une telle tradition, une telle culture, science sans conscience et que ruine de l'âme, appliquons-le au spatial. Donc je défends ça, je n'ai pas de problème pour défendre ça. Mais c'est aussi un point sur lequel on nous attend, ce qui est bien. Remplissons cette mission, et si les choses continuent, mais lentement, dans le spatial, tout est lent. Ça peut vous sembler paradoxal, mais tout peut être très rapide ou très lent. Vous vous souvenez de la mission Rosetta, à l'arrivée sur la comète Chury? Le voyage a duré 10 ans. Aujourd'hui, donc elle s'est posée en 2014, elle a arrêté de fonctionner en 2016. Aujourd'hui encore, on travaille avec ces données, le temps qu'elles nous arrivent. Mais donc 2014 envoyé en 2004, et les premiers éléments de la mission dataient encore de 10 ans auparavant. Donc c'est une mission qui va durer sur au moins 25 ans. Bon, 20 ans à côté de ça, je n'ai pas à me plaindre. Je fais simplement mon travail pour que, et que ça commence à venir, d'autres milieux s'intéressent à cette question-là. Et aujourd'hui, ce dont je me félicite, je constate que le milieu universitaire, par exemple, commence à s'intéresser. Donc ce n'est pas seulement les milieux du spatial qui se disent entre nous, on essaie de faire ce qu'on peut, mais on commence à avoir l'aide d'autres chercheurs, d'autres penseurs, et ça, c'est évidemment positif, parce qu'eux aussi vont nous aider à essayer de mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Merci pour vos questions. D'autres questions? Nous arrivons à la fin, donc il ne faut pas que je prenne le temps du prochain. Merci, bonjour. Bonjour. Je me demandais, vous avez évoqué tout à l'heure le principe d'un droit spatial, et je me demandais d'où il venait et aujourd'hui qui était en charge de le faire respecter, et par la suite, pourquoi pas, s'il y avait eu des questions d'éthique lors de la création de ce droit spatial, justement.
Alors, excellente question. C'est aussi, comme on dit, excellente question. Merci de l'avoir posée. Et j'en ai à peu près pour 1 heure pour vous développer le sujet. Donc, ce ne sera pas le cas. C'est juste en 30 secondes. Bon, évidemment, je profite, je suis à votre disposition. Pas maintenant, parce que j'ai un autre rendez-vous à assurer. Mais je peux aussi, je suis à votre disposition, vous l'avez compris. Donc, le droit de l'espace, comme je le disais, est né en même temps que le début du spatial. À la fin des années 50, des juristes, dont certains venaient de l'air, en se disant, ben voilà, le droit de l'air va jusqu'à grosso modo 100 km d'altitude. Il y a peu de choses à 100 km d'altitude, même pas comme ballon. Donc, enfin bon, voilà, c'est la limite théorique. Et au-delà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on applique la même chose? En fait, ce n'est pas possible, pour des tas de raisons, physiques d'abord. Et donc, au-delà, qu'est-ce que ça devient? Donc, ils se sont lancés, donc, droit de l'air, et puis bientôt aussi le droit maritime, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la mer et l'espace en termes d'approche juridique. Et donc, donc, fin des années 50, début des années 60, qui a abouti à la fin des années 60, en 1967, à la signature d'un premier traité de l'espace, un nom un peu plus compliqué, mais ce qu'on appelle le traité de l'espace extra-atmosphérique, présenté aux Nations Unies, signé par un certain nombre de pays, un grand nombre de pays. À l'époque, en 67, il y avait 3 sur, peut-être 4, maximum 5 pays spatiaux qui étaient capables de construire leurs lanceurs et leurs satellites et de les envoyer. L'Union soviétique, les États-Unis, la France, et derrière ça, peut-être l'Italie, mais bon, très très peu. Mais beaucoup de pays ont signé ce traité. À ce traité a été associée la création d'un comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, donc un comité des Nations Unies qui siège à Vienne très régulièrement et qui est chargé donc de l'application et surtout de l'évolution. C'est très clair que ce qu'on avait pu établir en 67 allait rapidement, non pas devenir obsolète, mais il fallait aussi qu'il évolue. Donc ça, c'est un gros travail. Je ne suis pas juriste, et bon, c'est un travail de juriste. Alors, en plus de juriste des Nations Unies, avec toutes les contraintes des Nations Unies, tout se fait au consensus, donc la moindre virgule doit être discutée, enfin, ça prend du temps. Mais c'est souvent à ces comités à ces comités juridiques sont associés des comités techniques, où il y a aussi, alors là, ça va heureusement un peu plus vite, parce qu'il faut vraiment une expertise. De quoi parlons-nous concrètement, hein? C'est pas des choses de... J'ai beaucoup de respect pour la science-fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui et probablement demain capables de faire? Et donc par rapport à ça, le droit. Et l'éthique est présente, c'est ce que je dis toujours. Ils n'ont pas attendu la création d'un poste chargé d'éthique au CNES pour que les bases du travail éthique soient présentes. Quand il faut élaborer un droit, il faut d'abord se mettre d'accord sur quelques principes. Quand on parle d'un principe de non-appropriation de l'espace, un principe de libre accès, un principe d'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, il y a comme ça quelques principes qui sont au fondement du droit spatial, parce qu'il y a eu le traité de l'espace, il y a eu d'autres accords qui ont été signés après, dans le même esprit, pour aller éventuellement un petit peu plus loin, patrimoine commun de l'humanité, des choses comme ça, envoyé de l'humanité, j'ai cité l'expression. Donc là, il y a ces principes. L'élaboration de ces principes, et se mettre d'accord sur ces principes, pour moi, ce n'est pas que du droit, c'est déjà une réflexion éthique. Quels vont être les principes de notre comportement dans l'espace, à l'égard les uns des autres ou à l'égard de l'espace? Le comportement, c'est des mœurs, les mœurs, c'est la morale c'est l'éthique. Enfin voilà, un petit peu un raccourci. Donc, surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas que l'éthique, et à l'éthique, il n'y a que moi. Bon, non, pas du tout. Je n'existe que parce qu'il y a des juristes qui travaillent et qu'il y a d'abord des astronautes qui sont aussi des envoyés de l'humanité et qui, eux aussi, leur réflexion, on va dire éthique, ils ont une espèce de charte, par exemple, une charte des astronautes européens, un manifeste des astronautes européens. C'est tous des lieux extrêmement importants où se disent des choses sur le pourquoi et le comment du spatial. Voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne suite de journée, parce que je ne sais plus, c'est un festival, enfin de voyage en tout cas. Rêver et voyager. Merci.